Mais tu me mènes me veille. Mais tu me mènes me veille. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo qui aujourd'hui s'est déplacé quelque part à Grimbergen en Belgique pour rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez sans doute pas pour certains. Ceux qui sont du côté d'Afrique ne le connaissent certainement pas. Ceux qui vivent en Belgique, au Brésil ou aux États-Unis le connaissent un peu mieux. Il est un protégé d'un grand de la chanson africaine et même mondiale. Oui, je parle de Manu Dibango. Il a joué avec les plus grands de ce monde. Vous allez donc faire la rencontre de quelqu'un qui est bourré de beaucoup de talent. Lui, c'est René Calvin. Bonjour René. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va. Ça va vraiment? Ça va, ça fait plaisir. Hein. Bah oui. Ça fait plaisir. Formidable. Voilà, je suis très honoré en fait de recevoir le bœuf bourguignon à ton domicile. À mon domicile. Voilà, voilà. Vous voyez, vous pouvez faire comme lui, hein, vous souhaitez nous avoir chez vous, on se parle et puis nous venons vous rencontrer. Ça s'appelle l'humilité. Juste à côté de René, donc à sa droite, c'est un grand fan du bœuf bourguignon, Dimitri Lecomte, qui vit à Montpellier, qui a décidé de venir me rencontrer à Paris pour comprendre comment je tourne le bœuf bourguignon. Et je lui ai dit, allez, je t'embarque pour la Belgique. Et Dimitri est avec nous sur ce plateau. Bonjour Dimitri. Bonjour Jackie. Comment ça va? Très bien, et toi? Dis donc, tu as une belle barbe, la tête de mort. Ça va Dimitri? Ça va, merci. Qu'est-ce que ça te fait de rencontrer René Calvin? Je suis très content, très honoré de rencontrer un... Oh, vous devez laisser honorer là où il est, hein, le pauvre. Alors, René Calvin, tu es jazzman, hein? Oui, on va dire que je joue de temps en temps du jazz. Je me définis d'abord comme musicien, comme un grand amateur de musique et praticien de musique. D'accord. Avant que tu nous en dises plus, dis-moi, René, comment est-ce que tu m'as connu? Comment est-ce que tu as connu le bœuf bourguignon? En fait, c'est... on va dire ça, les grandes découvertes se font par hasard. Je ne sais pas, j'étais certainement en train de surfer sur YouTube et je vois une émission avec Patrick Mboma. Je vois une émission et je regarde et j'étais tellement séduit parce que l'émission m'a rendu content. Heureux, joyeux, parce qu'il y avait le grand souvenir de notre finale en 2000, je pense que c'était 2000 à Sydney. À Sydney. La finale des Jeux Olympiques à Sydney contre l'Espagne. Voilà. Et j'ai trouvé en fait la décontraction sur le plateau très intéressante, et très fraternelle et et comme je suis plutôt quelqu'un qui suis fasciné par ça, par l'humilité, par la sobriété des choses, je me suis dit c'est super. Et je ne connaissais pas Jackie Moifo. Et dès que j'ai pris cette émission-là, j'ai commencé à regarder toutes les autres avant. Et les unes après les autres, j'ai eu la même, sensation, vraiment un grand moment de détente et un grand moment on se rapproche de télévision, on se rapproche les uns des autres. Et voilà, et tu as reçu que des héros, des gens qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait du bien. Oui. Et ce qui fait que, à partir de ce moment-là, je suis devenu un addict. Un addict, je ne loupe plus une seule. Il y a donc deux addicts sur ce plateau. Il y a que moi qui ne suis pas addict. Je suis addict Et en fait, je ne regarde pas qu'une seule fois. Hein. Ah bon? Là, parfois, je reprends l'émission 2 ou 3 fois, 4 fois. Parce qu'il y a des endroits où il y a des anecdotes que je veux réécouter, réentendre. Ah, wow. Et je me replace dans l'esprit et dans le live, en fait. D'accord. Ouais, donc, que ce soit avec Anabi ou que ce soit avec Mboma. Tu peux leur dire bonjour sur la... Alors, je pense que Mboma était un grand capitaine aussi. Kanabiyik, il n'était pas capitaine, mais il était capitaine dans l'âme et dans le vestiaire. Ah bah oui. Voilà, ce type, il avait 4 poumons. Kanabiyik. Salut grand frère André. C'était un homme fort. Salut Pat. C'était un homme fort. Voilà, grâce à vous, vous voyez où je me trouve. Hein. Mais en plus, en fait, nous on les a vus parce que la fameuse finale au sucre,
avec les deux frères quand ils venaient de André, j'ai vu ça à André François. Quand on voyait ces deux-là, c'était... voilà. Leur équipe gagnait, ça c'est sûr. Voilà, on savait qu'ils étaient promis un très grand avenir et ben, c'est ce qui a fini par se réaliser. Ben, par se réaliser, effectivement. Donc, merci les champions et merci de nous avoir donné tant de bonheur. Ben voilà, formidable, vous voyez. André, tu vois ce que tu fais plusieurs années après, hein? Bon, alors, René Calvin, tu naquis à Kribi, une ville balnéaire au sud du Cameroun. Devenue balnéaire au sud du Cameroun. Et tu as grandi à Douala. J'ai grandi à Douala. La capitale de la musique au Cameroun. J'ai pas d'argument. Manu Dibango vient de Douala. Ça c'est mon... Ton héros. Le héros. Il vient de Douala. Richard Bona, qui est l'un des meilleurs bassistes au monde, vient de Douala. Mon idole, Vicky Edimo, qui est le prochain bœuf bourguignon, vient de Douala. Vicky, mais j'étais en contact avec Vicky. Ben, il sera dans le bœuf bourguignon bientôt, le mois prochain. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de grand à Yaoundé ou à Bafoussam. André Maritala vient de Bafoussam, mais il a plus évolué à Douala. Donc. Pierre Chana, Pierre Dizzy Chakoun, Dimitri Lecomte, t'es fan numéro 1. Voilà, Pierrot, t'as vu Dimitri, hein? Sam Fantoma, qui était dans le bœuf bourguignon récemment, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ben voilà, il vient de Douala, donc je peux aisément dire que Douala est la capitale de la musique camerounaise. Et je crois qu'Aladji Touré a aussi été à Bafoussam. Hein? Oui. Il a joué dans un groupe, il était guitariste à l'époque. Tout à fait. Donc toi tu as grandi, et tu es arrivé à Douala à quel âge? Je suis arrivé à Douala, dans mes souvenirs, en fait ce qui me fait naître à Kribi, c'est que le mari de ma maman, qui est le papa qui m'a élevé, est en prison, parce que tu es un UPCiste. Donc maman reste avec les enfants et se rapproche plutôt de son village où elle va travailler à la maternité de Kribiville. D'accord. Voilà, et c'est comme ça que je nais à Kribi. Et je me retrouve à Douala, je pense que j'avais 4 ans et demi, plutôt 5 ans. Voilà, je suis à Douala. Mon papa... sort de prison peut-être? Il est sorti de prison. Oui. À cette époque-là, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais pas comment ça s'est passé. J'ai quelques flashs comme ça. Et à 5 ans, je me retrouve à Douala tout seul, enfant unique. D'accord. Mais comme papa travaillait dans les chemins de fer, donc le papa qui m'a élevé travaillait dans les chemins de fer. Oui. On habitait le Cancic H50. J'ai encore le numéro. D'accord. Et c'est comme ça que je grandis à Douala jusqu'en classe de 3e. Tu regardes les autres jouer depuis que tu es gamin. À l'âge de 11 ans, 13 ans, tu prends une guitare et tu te mets à jouer, imiter les autres, et tu fais si bien que tu interprètes le grand Tokoto Ashanti. C'est la première chanson. En fait, je suis au Collège Saint-Michel, parce qu'on quitte le H50, c'était ici qu'il n'avait que 3 chambres. Parce qu'un beau jour, je rentre on avait un car qu'on appelait le car poussière. C'était comme les bus américains, là, mais qui avaient plutôt de couleur verte. Les couleurs des chemins de fer du Cameroun, on appelait ça Régie Fer Cam. Régie Fer Cam à l'époque. Et donc, un beau jour, je rentre du jardin d'enfants et je vois un type. La sensation que j'ai, c'est que ce type, c'est moi. Et ce type, c'était qui? C'était mon frère aîné. D'accord. Roland. Oui, qui a été, enfin je ne vais pas parler de ça, mais bref, il a été DAG dans les finances et tout. Et je vois Roland, un type qui me ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, plutôt. Et j'ai eu cette impression-là, c'est ce que j'ai gardé. Et le gars, il me voit, et il court vers moi, mais je ne sais pas qui c'est. Mais quand j'arrive à la maison, waouh! Toute la famille était là, les grands frères et tous les grandes sœurs. En fait, pendant que papa était en prison, moi je suis resté avec l'enfant parce que j'étais tout petit. D'ailleurs, elle ne s'occupait pas de moi. J'avais une maman Sarah qui s'occupait de moi parce qu'elle devait travailler. Et on habitait juste en face de l'ancienne prison de Kribi. Oui. C'est ce qu'on me raconte. Hein. J'étais trop jeune pour savoir ça. Mais seulement la famille de papa avait repris les enfants. D'accord, au village à 100 mm. Je comprends maintenant pourquoi tu étais le seul dans le foyer. Je me suis retrouvé, peut-être qu'on me l'avait dit quand j'étais enfant, mais je ne m'en souviens pas. Je ne savais pas que j'avais des frères et ça. Alors, Roland vient te chercher, tu arrives à la maison, tu découvres toute la famille. Toute la famille. Mais ma question était, comment est-ce que tu arrives à jouer à la guitare? Après, on arrive, on change donc de maison. Papa construit une maison, une plus grande maison, à Bassa. Et c'est comme ça que... Bassa, c'est à Douala, hein, pour ceux qui connaissent. 12 ans, 13 ans, je suis au Collège Saint-Michel. Au Collège Saint-Michel, le frère directeur, il s'appelle frère Alexandre Nana, achète des guitares.
D'accord. Et ils surnomment l'orchestre du collège les mandolines michelloises. D'accord. Et on gagne d'ailleurs un concours, c'était à la fête de la jeunesse, c'était un festival au Stade Aqua. D'accord. Alors, c'est tout, mais à cette époque, le collège Saint-Michel s'arrêtait en troisième. En troisième. Donc tu es en quelle classe là? Je suis en sixième. Sixième, oui, parce qu'à l'époque, en 13 ans, là, c'était plutôt la sixième. Voilà, j'étais en sixième et il y avait déjà Mojo Isidore. Isidore Mojo. Isidore Mojo jouait déjà. Ah, d'accord. Et un grand bassiste qui est à Paris maintenant, Qui ça? Penda, Hilaire Penda, était le bassiste de ce groupe-là. Et moi, j'étais juste, je l'ai regardé jouer. Et comme dans le quartier où on habitait, il y avait des grands frères qui jouaient déjà. Et mon petit Abomo, qui était un grand frère, il jouait déjà. Et j'observais rien que par l'observation. Et cette année-là, j'ai un de mes grands frères qui prépare le probatoire. Il est qui là. est un diplôme camerounais qu'on fait en première. Voilà. Probatoire, oui. Il prend la guitare. Pendant qu'il étudiait, il était vraiment ce qu'on appelle ici en Belgique le blocus. Il y avait une guitare qui tenait. Et puis, bon, je prends la guitare. Et je me mets à jouer Dick Endish. Dick Endish. Ouais. Réla. Wow. Et lui qui n'avait pas encore appris, il avait une guitare qu'il avait empruntée, mais qui ne savait pas encore jouer une seule note. Comment tu as appris ça? Qui t'a appris? Je dis, donc c'est moi qui lui ai même appris encore à jouer Dick Endish. Et c'est comme ça que. Voilà. Mais là, c'est parti de là. C'est parti de la 6e collège Saint-Michel. Dimitri, ça relève du génie, ça, un enfant de 12, 13 ans qui n'a jamais appris, qui prend une guitare, il grince et puis c'est parti. Absolument. Waouh. J'avoue que je faisais déjà des rêves quand j'étais enfant de guitariste, de soliste. Ouais, je faisais déjà ce genre de rêve-là. Et j'étais toujours chaque fois fâché au réveil en me disant mais non, je sais toujours pas jouer, ce n'était que dans les rêves. Ben écoute, tu vas nous jouer déjà quelque chose. Toi qui reprenais ton couteau à chantier, est-ce que tu sais la faire à la guitare basse aujourd'hui? Peut-être plutôt à la guitare. Iyo wana kwe abandedi. Voilà. Ça, c'est donc ce que tu faisais à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'apprends à jouer. Je voyais comment on plaçait le ré, je voyais comment on plaçait le ré 7. Je dis, ben, je fais le la 7 et j'ai comme ça, sans avoir appris. Alors là, ça ressemble à du Michel Berger. Ça, moi, j'ai joué du piano sans avoir appris, trop tard dans la nuit. Ça ressemble à cette histoire-là. Et ensuite, maintenant, tu n'obtiens pas ton brevet. Ouais, je suis des recalés de la fameuse première édition du brevet d'Adamoun Dabdouya en 1978. 78. Voilà. Et comme punition, on t'expédie dans un village en banlieue de Yaoundé. À Soa pour aller reprendre une punition. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, Soa, c'était une brousse. Hein. Carrément. Un village. C'est même pas un village. Des cultures là-bas. La seule chose qui était. je pense que c'est la route qui allait à Soa qui était déjà goudronnée. Et sinon, le village en Soa, il n'y avait encore rien. Absolument. Je dis, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de porte au CS. Au CS de Soa. Il n'y avait rien du tout. Collège d'enseignement secondaire qui n'avait même pas de on avait rien. Pauvre de toi. Et là-bas, c'était pas crépi, c'était pas. Je suis la première promotion de breveté de Soa. D'accord. Et quand tu y arrives, la musique pour toi, c'était. Il n'y avait même pas question. Il n'y avait rien. Il y avait question. Déjà, c'est une des mesures d'éloignement, une des raisons de mesures d'éloignement, parce que je commençais un peu à jouer la guitare et de temps en temps, je faisais le mur pour aller écouter les gens à Douala. J'ai une grande soeur qui aimait beaucoup aller à un bar qui s'appelait Ocessa. Ah, Ocessa, d'accord. On dansait le Bikoutsi. Je me souviens. Et puis finalement, moi j'ai découvert le Mermoz Bar.
De Mermoz, beaucoup plus tard. Maintenant, on va rester sur Yaoundé. Donc, tu passes une année au CES de Soa, pas de musique, en isolement total. Et manque de peau pour tes parents, tu obtiens ton brevet et tu dois aller au lycée technique. Non, je suis transféré au lycée Leclerc. Transféré au lycée Leclerc. Seconde C. Et au lycée Leclerc, il y a un orchestre scolaire. Pas bien. Ouais. Il y a un orchestre scolaire, donc je suis content. Mais après la première semaine de la rentrée, après la première semaine, on dit que le proviseur est tourné. Ne veut plus l'orchestre dans le lycée parce que ça rend les enfants paresseux, donc il a vendu les instruments. Oh là là là. Et comme j'avais réussi les tests d'entrée au lycée technique commercial, qui était juste à côté, un peu plus bas, oui. Voilà. Vous vous habillez en orange, olive, non? Non, c'était un genre de... C'était pas orange, c'était les filles qui étaient... C'était les filles qui étaient en orange. Moi, j'en vois plus de filles, car je mets plus de filles. Vous étiez habillé en marron, je sais pas quoi. Un truc comme ça qui était... Bon, je sais pas si c'était beau, mais je trouvais que c'était assez affreux. C'est la couleur des filles qui me plaisait. Non, les filles étaient en orange. Et il y avait l'internat en plus. Oui, il y avait l'internat. Donc, toi, tu étais à l'internat? Non, il y avait les filles qui étaient à l'internat. Ah d'accord, donc vous les garçons veniez vous partir. Les filles, il y avait un internat, mais qui n'était qu'un internat de filles. Et alors, quand on te transfère là-bas. Quand j'apprends qu'il n'y a plus d'orchestre au lycée, je trouve une magouille pour dire que non, j'ai pas envie de faire seconde C. Je vais aller à faire une seconde. À l'époque, on faisait la seconde BG, elle était obligatoire. Et c'est seulement en première qu'on choisissait de rester soit en B, d'accord, soit en G1, G2, G3. Voilà. Et c'est comme ça que je vais au lycée, parce que simplement... Il y a un orchestre là-bas au lycée technique. Et c'est quelque chose, seul mon cousin Yves savait pourquoi j'ai changé. Et il a dit plus tard à la famille, oui. Oh là. Moi je le savais, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. Oh là. Donc je suis allé sortir un baratin à papa en lui disant, tu sais, non, j'aime pas, je ne vais pas aller faire ce... Je vais aller. Et comme j'ai une grande sœur, l'aînée de la famille d'ailleurs, Madame Hagbé, qui avait fait G3. Je dis, mais moi je vais faire comme elle. Alors, mais tu as déjà tous les livres, tout. Et je dis, mais non, j'ai pas envie d'aller au lycée Leclerc. Et ma place était ouverte au lycée technique. Et c'est comme ça qu'on me rachète tous les livres pour le lycée technique. C'est comme ça que je vais au lycée technique. Tu vas au lycée technique pour la musique. Pour la musique. Et quand tu y arrives, tu es en classe de seconde, tu vas intégrer l'orchestre scolaire. C'est pas facile parce qu'il y a certains aînés qui twistaient les grands rôles dans l'orchestre scolaire. Oui, je pense que ça se faisait un mois après la rentrée scolaire. Au mois d'octobre. Il y avait un tableau, on dit voilà, test pour orchestre scolaire. Ouais. Et alors à l'époque, moi j'étais en seconde et je connaissais pas encore les musiciens, les anciens et tout. Et puis le chef d'orchestre était un gars de terminal G2. Ouais. Grand Choupeau. Ah, Choupeau. C'est pas lui le papa du footballeur lui, parce que... Eric Choupeau-Moting, c'est son papa. Voilà. Parce qu'après, il est parti, après son bac, il est parti en Allemagne. C'est vraiment le père d'Eric Choupeau-Moting. Et quand je vois la tête, il n'y a pas de risque que ce soit pas lui. D'accord. Donc, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui le chef d'orchestre, donc forcément, il n'y avait pas de test pour la guitare solo. Pour lui, non. Il avait la guitare solo. La guitare solo, c'était pour lui. Alors, la grosse magouille, c'est avec Georges Seba. Georges Seba Mbolo. Bonjour Georges, j'espère que tu te bats toujours. Seba, comme ils étaient dans un orchestre qui était qui à l'époque avait un grand succès, on les appelait les Afro Sounds de l'université. D'accord. Donc lui, ils étaient à l'INJS avec Akoa. Il y avait le batteur, j'oublie son nom, qui lui je crois qu'il était à l'université à Angoa, et qui encore jouait avec eux à la basse. Je pense que c'est Farbas qui jouait avec eux à la basse. Mais lui, il n'était pas à l'université. Et il y avait Mboussi qui faisait, je pense, le saxophone. Ouais. Lui non plus n'était plus à l'université. Mais le groupe s'appelait les Afro-Sounds de l'université. D'accord. Ils viennent nous faire les tests au lycée. D'accord. Mais Seba Georges savait que son petit cousin, un djembe, il voulait intégrer, oui. Voilà. Donc il lui a fait faire un arpège, mais compliqué, parce que Sébastien est un excellent guitariste. Donc il a grillé pendant, il lui a inculqué quelque chose. Pendant un truc. Et nous on arrive, et le premier qu'il appelle, c'est un djembe. Un djembe vient, il nous sort des arpèges là et tout, avec des accords et tout. Ah, je dis non, je pense que là le truc est perdu. Là, je suis foutu pour moi. Voilà. Mais comme on dit, j'ai toujours
J'en garde toujours. Ah ouais. Je dis, mais comme je jouais déjà à la batterie, j'avais jamais joué sur une batterie, une vraie batterie. Moi, je jouais juste avec mes pieds, mes livres et tout. Et j'ai trouvé des. Voilà, oh là. Et c'est comme ça que je commence à jouer et à quoi sans que mon coup de pied, mon coup de patte. Ça cogne bien. Et j'avais les chaussures qu'on appelait à l'époque les daims. Les daims, ouais. C'est ce qu'on nous achetait pour que ça ne s'abîme pas avant la fin de l'année. Et à quoi il décide comme ça qu'il n'y a plus de test pour la batterie. Il a déjà trouvé son batteur, le petit là. Et c'est comme ça que tu deviens batteur. C'est comme ça que je deviens batteur et qu'on me surnomme Achagacha. Ah d'accord, Achagacha, de l'orchestre de Nico Marga. Et le batteur Achagacha. Ah d'accord. D'accord, tu deviens le Achagacha du lycée. C'est comme ça que je deviens le Achagacha du lycée. Ok. Et là, la passion n'est pas vraiment... Elle est déjà là. Mais je ne songe même pas à devenir musicien. Musicien un jour, ouais. Et alors, à cette époque-là, les concerts scolaires sont... Voilà, on faisait ça, je crois, au cinéma à Bia. Oui, il y avait une génération qui commençait déjà à sortir des créneaux de nos musiques traditionnelles, musique africaine. Je me rappelle, au lycée Leclerc, ils n'avaient pas d'orchestre. Ils n'avaient plus d'instruments, oui. Mais ils ont gardé un orchestre clando et qui était dirigé par Ribouem. Terrible guitariste. Ribouem, oui. Ribouem. Et ils se sont fait appeler les Rocking Fellows. D'accord. Avec Sek B à la batterie. C'était mon grand rival. C'est quand on parlait de batteur. Mais lui, il savait jouer la batterie, il avait la technique. Oui. Moi, j'avais juste la puissance et la roublardise et tout. Ton gabarit, quoi. Voilà, et Sek B, et c'est le seul qui avait des baguettes. Il avait des baguettes Billy Cobham. Voilà. Je me rappelle qu'une fois, au lycée chez nous, alors qu'on les a invités chez nous pour faire le concert, et c'était à l'internat, dans le réfectoire de l'internat, il a refusé de me donner ses baguettes. On a dû aller couper des branches d'arbres pour me permettre de jouer. Là, il a dit non, C'était du luxe à l'époque, hein. Les baguettes Billy Cobham. Je me souviens que Guy Bilon, notre ami Guy Bilon, salut à toi Guy, m'a parlé des baguettes quand Feu Wesley venait au Cameroun. Il allait faire du sitting là-bas pour espérer que Wesley lui offre des baguettes pour jouer. Ça, c'était du luxe, hein, Dimitri. Hein. Ici en Europe, un enfant qui joue de la batterie, ça ne coûte rien les baguettes. Quoi. Voilà. Mais pour eux à l'époque, ça c'était du luxe. C'était du grand luxe. Ouais. Du grand luxe. Alors, on va passer à ton arrivée en Europe, parce que c'est une fois que tu arrives en Europe. Tu arrives en Europe en quelle année déjà pour tes études? 84, 85. 84. Une fois que tu arrives ici. Une fois que j'arrive ici, je ne pense même pas... Toujours pas. Toujours pas, parce que il n'est même pas question. Tes études sont devant, tu les poursuis. Tu les poursuis. Il n'est même pas question de songer à... Déjà, j'ai été puni. Ouais. J'ai été puni parce que j'étais musicien. Donc, mes frères viennent à Orléans avec le secours de la famille. La famille. Mais moi, on dit celui-là, il va aller faire le voyou en France. Donc, j'ai travaillé 1 an et demi au Cameroun. Heureusement, j'étais basketteur. Ah, d'accord. Voilà, j'étais basketteur et c'est ça qui m'a permis de mettre un peu d'argent de côté. Oui. Et c'est comme ça que je viens en Belgique. Et déjà, je choisis de venir en Belgique parce que je ne vais pas aller à Orléans parce qu'ils sont tous à Orléans et personne ne m'a aidé pour ça. J'ai des membres de la famille, je ne vais pas citer les noms ici, qui m'ont aidé en Somalie. Pour venir en Belgique. Pour venir en Belgique et surtout, je vais parler à Madame Basson, qui nous a quittés. Père son âme. Il y a le père Édouard Akamoufoumou. Ah, d'accord. Qui m'a vraiment aidé. Lui, chaque fois, quand j'allais le voir à la bicycle. Je pense, non, il était encore secrétaire d'État à l'époque. Lui, chaque fois, il me disait, tu vas voir ton maman Jeanne. Et c'est comme ça. J'ai jamais eu de problème. Mais bon, ma famille, on n'a pas parlé de ça à papa. D'ailleurs, je lui ai caché jusqu'à la dernière minute. Et c'est d'ailleurs ma maman qui m'a trahi. Sinon, il sera arrivé un jour, il dit, il est où? Il est où? Il est parti. Donc, tu arrives en Belgique pour faire tes études en 1984. Oui, moi j'arrive. Et tu poursuis tes études normalement? Normalement, je joue au basket. Tu étudies dans quoi? J'ai commencé d'abord j'ai d'abord fait une petite formation en informatique. Parce que j'arrive avant l'année scolaire. Et puis quand je reviens, je fais du droit. D'accord. Voilà. Et donc, moi, j'étudie normalement, je joue au basket, je me fais aider je joue au basket, je joue même au Maccabi, qui a été champion de Belgique en 86. Et par hasard,
je commence à travailler. J'ai fini, je finis mes études, je commence à travailler. Et je suis devant un magasin de musique à la Louvière. D'accord. Parce que ma compagne à l'époque est de cette région-là. De cette région-là. Et on se promène, on travaille tous les deux. Elle aussi, elle a fini. Elle est philologie romane, elle est professeure. Et on s'en va. Vous tombez sur une guitare. Tu vois une guitare? Je vois une guitare qui s'appelle Joker. D'accord. Une guitare noire, jazz comme ça. Oui. Elle te plaît beaucoup? Elle me plaît, je regarde et je vois qu'elle sent que je n'arrive pas à décoller. Elle dit, mais rentrons. On rentre dans le magasin et puis elle me dit, bon, on était en décembre. Et elle me dit, ben, je te l'offre. Je dis, quoi? Une guitare de 15 000 francs belges? C'est un franc belge à l'époque. Wow. Tu vas me l'offrir? Elle me dit, oui, c'est le 13e mois. Tu as aussi eu un 13e mois. Hein? Moi, j'ai un 13e mois. Je dis, ah bon, ouais. Et c'est comme ça que... Mais elle me dit, quand on achète la guitare, on prend un petit ampli. Elle me dit, ben, il faut rentabiliser. Ça veut dire que ça doit rapporter des sous. Et ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Tu as recommencé là où tu t'étais arrêté. Voilà. Donc, et je monte mon premier groupe en 94, j'allais dire 94, télé française. 94 84 ou 94, je comprends rien. Non, voilà. J'allais dire 94, je dis 94. Voilà. 1994, tu montes ton premier groupe. Mon premier groupe, d'accord, avec des musiciens italiens. Et c'est comme ça que je suis retenu pour le festival Jazz Marathon à Bruxelles, qui se passe souvent au mois de mai. D'accord. Dans toute la ville. Il y a des podiums partout, et dans les clubs, dans les bars, les gens peuvent jouer. Et moi, je joue comme si cela me poursuivait. Moi, je joue dans un club qui s'appelle le Cano Quebrada. C'est un groupe, une boîte brésilienne. Ah, le Cano Quebrada. Tu te retrouves avec tes cousins, quoi. Voilà. Et le Cano Quebrada, c'est une grande histoire de la pirogue qui s'est cassée. Donc, voilà. Et c'est comme ça que tout premier festival de jazz pendant 2 jours, je joue là. Et c'est comme ça que ça repart, mais toujours sans intention d'en faire un métier. D'en faire mon métier. Donc je poursuis, si tu voulais que j'aille jusqu'au bout. Donc je poursuis comme ça, en jouant en dilettante. Et parce que j'engage un saxophoniste haïtien pour ce festival-là, il me dit, écoute, ça te dirait d'être mon guitariste, parce que j'ai un groupe qui s'appelle Combo Créole. On fait du zouk, du compas d'iré et tout. Bon, j'ai de temps en temps besoin d'un guitariste, si ça te dit. Et c'est comme ça que je joue avec Combo Créole. Toujours, c'est pratiquement un hobby. Je n'ai aucune intention de devenir musicien. Et c'est en 96 qu'il y a un concours qui est lancé ici qui s'appelle la Biennale de la chanson française. Donc je commence à composer. J'ai fait de très très belles mélodies et tout, mais je n'ai pas les textes. Donc une amie, Caron, me place des textes et j'ai fait le concours, j'arrive en demi-finale. Et la même année, j'ai fait aussi le concours découverte RFI. Et puis je tombe sur j'oublie son nom maintenant, Bella Boé, un certain Bella Boé, qui reçoit ma cassette et qui m'appelle tout de suite. Et là, je pense que le grand Manu devra nous dire un peu ce qui s'est passé. Parce qu'il était dans le jury. Le grand Manu Dibango, d'accord. Et alors je me dis, mais le gars il m'appelle, il trouve ça très intéressant. Je n'avais envoyé qu'un seul morceau. Juste comme ça en me disant. Bon. Et le gars m'appelle, il me dit, mais c'est super, c'est génial, tu n'as pas les autres morceaux? Je dis, ouais, je vais les envoyer. Et je prends les gars, on s'en va en studio, on enregistre pendant toute la nuit. On envoie le lendemain. Il avait mon numéro de téléphone, il m'a appelé 2 fois. Et après, il ne répond plus. Et puis un beau jour, j'ai réussi à l'avoir au téléphone et il me demande, tu es sûr que tu es Camerounais? Pardon? Bella Boé. Il te demande, il me demande si je suis sûr que je suis Camerounais. Donc, parce que ta musique est plus... Je ne sais pas, je n'ai pas compris la question et finalement, je n'ai pas été retenu. D'accord. Mais c'est déjà là. Et puis en 98, donc je vais vite, en 98, je suis au bureau, je travaille pour une multinationale américaine. Qu'on ne doit pas citer, je ne veux pas vous faire la pub, espèce de Donald Trump. Donc je travaille pour eux et puis mon téléphone sonne. Mais entre-temps, je joue à gauche, à droite. Mon téléphone sonne, c'est l'organisation, Nathalie André Organisation. Qui produisait une certaine Patricia Cass. Tout à fait. Et Dominique Duforest m'appelle. Il me dit, écoute, Augustin Folly, qui est un frère togolais, guitariste, m'a donné ton numéro parce qu'on a besoin d'un guitariste
pour accompagner Patricia Cass. Et c'est comme ça que je sors de nulle part, et c'est comme ça que je fais des télévisions, des trucs. Wow. Mais jusque-là, ce n'est pas encore... Jusque-là, ce n'est pas encore une profession. Ce n'est pas encore une profession. Et c'est seulement, par hasard, en 1999, donc... 99 pour les Belges. 99 pour les Belges, que... Faut pas les oublier. Voilà, le président européen, donc, parce que je travaillais au siège européen de Levi Strauss. D'ailleurs, ça s'appelait Levi Strauss Europe, Middle East and Africa. Parce qu'on avait une filiale à Cape Town. Et à Johannesburg. Et c'est comme ça que le président doit prendre sa pré-retraite et son assistante, on est 700, plus de 750 au siège, 750 employés, et son assistante veut faire une surprise et envoie un message à tout le monde, et personne ne devait dire à Carl ce qui se préparait. Donc, genre, truc à l'américaine. On a fait venir un grand artiste français qui peint avec ses mains. Il est déjà je vois. Je vois ce monsieur qui a autour de 68 ans maintenant. Il peint ses mains, il te fait un portrait en 2 secondes. Là. Donc, on avait tout ça, c'était un show terrible. Et Kate Jackson, qui est son assistante, et qui était, me dit, écoute, tu es musicien, on t'a vu à la télévision avec Patricia Cass et tout, est-ce que tu peux pas demander parmi le personnel là s'il n'y a pas de musicien pour former un orchestre? Je dis ouais, mais c'est génial, parce que c'était que les jeunes, et ça venait de partout dans le monde, ça venait Levi Strauss, c'était vraiment diversity comme on disait à l'époque. Il y avait des Nigérians, ça venait de partout, en Inde et tout, donc c'était vraiment... Et alors, curieusement, on n'arrive pas à trouver un bassiste. Il y avait des guitaristes, il y avait des batteurs, il y avait tout, mais pas un seul bassiste. Puis je dis à Kate, écoute, je vais appeler Augustin, c'est Augustin dont on parlait, parce qu'il joue les deux comme moi. D'ailleurs, moi, je n'étais pas encore bassiste à cette époque. J'étais guitariste. Je dis, je vais appeler Augustin, il n'est pas de la maison, mais c'est pas grave. Bon, comme il me ressemble, il peut passer pour moi. Je dis ça en rigolant, il me dit, mais non, tu es sûr qu'il n'y a pas de bassiste? Et puis je lui dis, mais quels sont les morceaux même que tu veux faire jouer? Alors il me donne un morceau comme Mambo No. 5. Je lui dis, ouais, mais je suis guitariste, je peux jouer ça à la basse. Elle me dit, il y a Celebration. Je dis, ouais, je peux jouer ça à la basse. Tout ce qu'il cite. Il y a Fever. Ah, mais je peux jouer ça à la basse. C'est pas difficile. Non, c'était des lignes de base que je pouvais assumer sans être bassiste. Voilà. Et c'est comme ça que, ayant eu le budget pour préparer la partie orchestre et musique et machin, je m'achète ma première basse. Et dès que j'ai touché la basse... Tu t'y es collé, tu n'es plus jamais parti. Eh bien, on va voir à quel point tu n'es jamais parti de la basse. 6 cordes. 6 cordes. Oh, cher téléspectateur du Bœuf Bourguignon. C'est le défaut Le gars est dans 6 cordes de basse. C'est le défaut des guitaristes qui passent à la basse. Il n'y a pas assez de cordes, quoi. Bon, on te laisse jouer quelque chose de toi. Je vais jouer un truc, une ligne de basse très, très africaine. C'est un morceau que j'ai composé pour Didi Bridgewater. Je pense que c'était en 2006 ou 2007. Ça parle à Dimitri, il secoue la tête. Dimitri, et j'apprends que Didi Bridgewater veut faire un truc en Afrique, un album africain. Je dis, je vais lui proposer un morceau. Là, c'est aussi une manière d'entrer dans l'affaire. Et je trouve le contact de son agent aux États-Unis, parce qu'entre-temps, j'étais allé aux États-Unis. Donc, j'y ai même vécu, j'ai en plein Manhattan. Et je tombe sur Becca Polium, qui était son agent aux États-Unis. Et je lui dis, j'ai une chanson. Elle me dit, envoie-moi la chanson. J'enregistre, j'envoie la chanson. Elle me dit, écoute, pour le moment, elle vit plutôt en Europe. Elle vit en France. Et c'est peut-être là-bas que tu as plus de chances de lui faire écouter ce que tu fais. Et je tombe sur son mari, c'est un Jean-Marie, j'oublie son nom. Et je lui dis, et je lui dis même, écoute, si tu as besoin d'un bassiste... Son mari se prénommait Jean-Marie. Jean-Marie, c'était un égyptologue, en fait. C'était un égyptologue, intellectuel et tout. Et je viens avec assurance, je fais un peu l'américain, le gars qui veut s'imposer. Et il m'a trouvé très prétentieux. En disant que j'étais un très très bon bassiste. Mais elle me dit, tu sais, Didi Bridgewater joue avec les meilleurs bassistes du monde.
Donc j'ai dû recorriger, j'ai dû reformuler en disant, ben ouais, c'était un peu, parce que voilà, il paraît que pour vendre, il faut s'imposer, donc voilà. Et il me dit, ben, de toutes les façons, c'est trop tard parce qu'elle est déjà en train d'enregistrer au Mali avec des... Au Mali. Voilà, elle est déjà en train de... Donc c'est le troisième titre de l'album. D'accord. Didi Bridge... Non, Didi's... Je veux voir ce Didi's Swing Blues. Yeah, do it, please. Et là, je lui ai sorti une ligne de basse très, très, très africaine. Il y a de tout. C'est une ligne de basse, mais vraiment, mon si n'était pas accordé. Hein. Donc maintenant, je l'accorde. J'ai entendu mon si grave. C'est toi qui le sais. Voilà, il était légèrement bas. Et en fait, c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand je chante dans la chanson, j'ai dit, ben, Didi, qui va chanter cette chanson que j'ai composée pour toi? Finalement, tu l'as rencontré, la Didi, ou pas? Je l'ai rencontré. Tu n'as pas vu la photo? Non, sur en fait, sur ma page. Sur ta page? Ouais, sur mon web. D'accord. Mon website. J'ai une photo, je la rencontre il y a 1 an. Seulement? Ici, au Festival de Jazz de Liège. Elle a eu un petit problème, je pense que c'est sa cheville qui était cassée ou foulée. Donc elle est en chaise roulante. Elle a son plâtre. Et moi, je vais voir le festival en me disant, il faut que je la rencontre, que je lui dise ça. Et que je lui offre le CD. Et juste comme les choses se font, quand elles doivent se faire, elles se font. Au moment où je veux rentrer dans la salle, mon épouse me dit, mais regarde qui est là derrière toi. Et je regarde, je ne vois pas. Parce que j'attends Didi debout. Tu attends de le voir debout, mais... Debout, parce que Didi, tu sais, quelle force, personnalité, et quelle énergie, voilà. Et je vois assise. Et voilà, et c'est comme ça que je me retourne. Et elle me dit, oui, mais c'est elle qui est là en chaise roulante. Je dis, ah bon, tu es sûr? Et je regarde, c'était Didi. Et c'est comme ça qu'on se dit bonjour, on sympathise, on commence à parler. J'ai une photo avec elle et je lui dis, regarde la 3e chanson. Elle me dit, ouais, tu as qu'une chanson pour moi. Donc je lui raconte toute l'histoire. Oh là. Je lui raconte toute l'histoire et c'est comme ça qu'elle me dit, ben après le concert. Toi et moi, il faut qu'on se parle. Voilà. Vous avez des projets ensemble? Ça, je ne vais pas le dire. Dans le Bœuf Bourguignon, on dit tout. Non, nous n'avons pas de projet ensemble. Je ne parlais pas de projet de mariage, je parlais de projet. Non, c'est une très grande dame. Ouais. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis sûr que c'était pas indiqué par ses médecins. Elle s'est levée, elle a voulu chanter debout, elle a chanté debout, elle a même dansé avec le plâtre. Et je suis sûr que son médecin lui a certainement interdit de le faire. Oh là. Mais quand on connaît cette dame, elle se donne toujours à 600%. Une force de la nature. Force de la nature. Terrible. Salut à toi. Terrible. Can you hear me? C'est une grande dame. Terrible dame, cette dame. Elle parle bien français? Elle parle très bien français. Ses enfants sont français. Bon, bonjour Didier. J'espère que vous allez bien. Ce serait un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes à Paris? Vous serez la bienvenue dans le Bœuf Bourguignon. Voilà. D'accord. Ses enfants parlent français, puisque j'ai vu dans plusieurs reportages. Elle les reçoit sur scène, mais ses enfants sont français, puisque son mari est français. D'accord. Nous allons écouter une autre chanson de toi ici. Je souhaiterais bien que... Où est la chanson 4 là?
Ezamon. Ezamon, mais tu me veux. Ezamon, mais tu me